droite, à ce moment-là, le cathétériseur, quand on fait une courroie, en général, on commence par le réseau gauche et le réseau droit. Mais dans ce cas-là, il va commencer d'abord par cathétériser le réseau droit, ouvrir l'artère, puis aller vers le réseau gauche. C'est ça l'intérêt, un intérêt d'avoir le territoire, de savoir d'identifier le territoire. Moi, par exemple, notre équipe, quand un médecin généraliste d'un EPH nous dit et qui nous envoie un ECG d'un infarctus en V7, 8, V9, on sait aussi, il y a des complications qui sont plutôt spécifiques à certains. Il y a des complications qui sont communes à tous les syndromes coronaires plus, mais chaque territoire a une complication qui lui est spécifique. Donc, si je vois que c'est un infarctus en V7, 8, V9, je sais que c'est un infarctus basal, c'est plutôt un infarctus inférieur, donc c'est plutôt une extension ventricule droit, un BAV complet. Donc, je vais lui dire ce qu'il ne faut pas faire pour si le malade complète, plutôt fait une extension ventricule droit. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que ça sert à identifier le territoire. Un, pour être un homme averti, une femme avertie en vaut deux. Donc, pour être armé pour les complications à venir, parce que c'est des minutes, elles peuvent venir à n'importe quelle minute. Il y a des complications qui sont communes, c'est les troubles du rythme ventriculaire, c'est l'insuffisance cardiaque éventuellement. Mais si c'est un infarctus inférieur, vous allez plus craindre un bloc auriculo-ventriculaire parce que le sinusal est vascularisé, le nœud auriculo-ventriculaire est vascularisé par le même vaisseau. On peut avoir une paralysie sinusale. Donc, alors qu'en antérieur, c'est plutôt l'extension de l'infarctus et je dirais, cet état de choc ou d'insuffisance cardiaque. Très bien. Donc, alors, dans cet électrocardiogramme, vous avez donc, c'est un ST+, mais il est uniquement plutôt localisé en V7, V8. Alors, quand est-ce que vous pouvez aussi, si vous faites, par exemple, l'infirmier, initialement, vous fait juste un 12 dérivation. Quand devant une douleur, vous suspectez un symptôme coronaire aigu chez votre patient. Si vous avez une onde R importante en V1, V2 et un sous-décalage en V1, V2, directement, vous pensez que c'est peut-être un basal. Donc, complété par V7, 8, V9, vous allez voir qu'il y a un sous-décalage de ST lorsque l'infarctus est basal. Après, on peut avoir un sous-décalage en V1, V2, V3 dans le cadre d'un symptôme coronaire ST-. Mais si vous avez une onde R qui pousse, et donc c'est l'image en miroir du long Q de V7, V8, V9. Donc, si vous avez une onde R qui pousse en V1, V2, avec un sous-décalage, pensez à V7, V8, V9. Pourquoi j'insiste? Parce que dans notre pratique quotidienne, il y a plusieurs patients où les médecins sont passés à côté de cette localisation. Les malades, et parfois, ils sont libérés. Après une ontalgie, ils sont libérés. Ils reviennent pour insuffisance cardiaque, pour une complication, insuffisance mitrale aiguë, ischémique, etc. Et donc, il faut absolument être vigilant. Ne libérez jamais un malade si vous n'avez pas fait un ECG de dérivation. Et puis, de toute façon, maintenant, vous pouvez vous aider avec les protonines dans les ST+, mais le ST+, le CG est en général parlant. Donc, l'infarctus antérieur, vous êtes tous d'accord, mais remarquez que ce malade, il a un sous-décalage qui est important. L'image en miroir n'est pas très importante. Donc, l'image en miroir, ce n'est pas quelque chose qui est proportionnel au sous-décalage. Donc, il faut faire absolument attention. Parfois, il peut même ne pas y avoir d'image en miroir. Donc, là c'est un infarctus de quel territoire? C'est un infarctus inférieur, exactement. Par contre, vous remarquez quelque chose sur cette ECG. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette ECG qui doit vraiment, vraiment attirer votre attention?
qu'est-ce qu'il y a sur cette ECG? Parce que quand l'infirmier l'a fait, il s'est arrêté au mauvais moment. Il aurait dû prolonger. C'est quoi? Il y a un doublé d'extrasystole ici. Et un doublé d'extrasystole dans un syndrome coronaire, peut-être que le malade fait des TVNS. Peut-être que le malade va faire une TV bientôt. Donc, dans ce cas-là, vous allez regarder quoi en vrai? Surtout au plan biologique, la calémie. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, un ionogramme est très important. Peut-être c'est juste une hypocalémie. Vous allez la corriger et vous n'allez pas avoir un trouble du rythme. Donc, dans le service et chez tous les médecins donc, avec qui on travaille, comme on est très regardant sur la calémie, qu'on corrige systématiquement les hypocalémies au-dessous de 4 mecs, on a beaucoup moins de troubles du rythme. Pourquoi? Parce qu'en phase d'ischémie myocardique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois pour la physiologie, le seuil de stimulation des cellules cardiaques est très bas. Donc, le cœur est très arythmogène à cause de l'ischémie. L'hypokaliémie aussi favorise le trouble du rythme. Donc, vous avez deux éléments qui favorisent l'ischémie. C'est pour ça que le malade à la phase aiguë, il fait beaucoup plus de troubles du rythme ventriculaire, parce qu'il y a l'ischémie et parce qu'il y a donc, je vais. La catharsis antérieure étendue, on sait que c'est l'interventriculaire antérieur qui est le vaisseau qui vascularise Professeur, augmentez un peu le son, s'il vous plaît. Criez encore plus fort. Je me suis égouillée. Mettez de l'eau devant vous et criez un peu plus fort. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, à notre CG aussi, là, vous m'entendez, Madame Bougraine? Oui, on vous entend. Moi, je vous entends, mais le son est un peu faible, c'est tout. D'accord, je vais parler plus tard. Donc, aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir un authentique acide décalage qui est un syndrome coronaire sans image en miroir. Donc, ne vous acharnez pas. S'il n'y a pas d'image en miroir, c'est peut-être possible. Après, effectivement, c'est des ECG qui sont atypiques. Demandez l'avis à un spécialiste dans ce cas-là avant de thromboliser. Donc, parce qu'effectivement, je vais vous le dire tout à l'heure, la thrombolyse, c'est un sus-décalage dans deux dérivations quantifiées avec l'image en miroir, c'est ça la définition, parce qu'il y a un diagnostic différentiel ici, qui est la polarisation précoce, mais je vais vous en parler. Donc, ça aussi, par contre, quand vous voyez ça, il faut vraiment avoir très peur, parce que c'est des malades qui ont des occlusions de l'IVA proximale, donc le territoire infarci est très important, et ce, d'autant plus que le sujet est jeune. Pourquoi? Et qu'il n'a pas d'angor antérieurement. Non. Alors, dans ce cas-là, alors il faut que vous sachiez, chez le sujet qui a déjà un angor pendant longtemps, il va développer une circulation collatérale. Donc, à partir du moment où il développe une circulation collatérale et la circulation coronaire est une circulation terminale, le jour où il va avoir une occlusion d'un vaisseau, si ce vaisseau est pris en charge par un autre vaisseau, l'infarctus ne sera pas très étendu. Mais si c'est qu'il n'a jamais eu d'angor et donc juste une plaque instable et qui s'est déstabilisé et qui a fait qu'il y a une occlusion, comme dans ce cas, une interventriculaire, le territoire de l'interventriculaire est tout vascularisé. Donc, c'est pour ça que la nécrose est massive et c'est ces malades-là qui font des états de choc et qu'on perce très rapidement. Donc, soit il est à côté
soit vous thrombolysez avant l'état de choc, ça va marcher, soit il est à côté d'une angioplastie primaire, et ça, c'est d'un service d'angioplastie primaire, et ça, c'est une chance extraordinaire. Donc, on a beaucoup de malades comme ça qui survivent, parce que nous, on fait l'angioplastie primaire H24, 7 jours sur 7, mais s'il n'est pas pris en charge très rapidement, vous allez avoir un état de choc très rapidement, et vous savez que dans l'état de choc, la thrombolyse ne fonctionne pas, parce que le thrombolytique, comme le malade est en bas débit, le thrombolytique n'arrive pas en quantité suffisante au niveau du site d'action, et c'est pour ça que la thrombolyse ne fonctionne pas chez ce genre de patient. Donc, en vrai, il faut le prendre en charge très rapidement. Après, je dirais, la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Parce qu'en général, les sujets jeunes, 40 ans qui fait un infarctus antérieur, vous allez trouver c'est quoi le seul facteur de risque chez lui. Si c'est un homme, c'est le tabac. Donc, si on lutte, et je profite, Mme Bouguet, mais écoute, donc si on lutte contre le tabagisme de manière efficace, on va réduire un nombre très important de ce genre de patients. Et je vous assure que les malades, on les voit de plus en plus jeunes maintenant, c'est 30 ans, 35 ans, etc. Donc, l'infarctus intérieur est basal. Donc, ça, c'est le CG qui est typique en vrai. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce type de CG. Donc, si vous avez un ECG comme ça, je parle à nos médecins généralistes des différences de pH qui m'écoutent. Si vous avez un ECG comme ça et que vous avez, je vais vous donner tout de suite, vous éliminez les contre-indications à la thrombolyse, n'attendez pas de faxer à un cardiologue, de ramener la réponse du fax pour thrombolyser. Faites-le rapidement. Nous, nos médecins dans les EPH, dans les cas typiques, parfois sans notre accord, et ils nous appellent et ils insistent pour notre accord que quand le sujet est atypique, ou alors il y a dans les ECG typiques, il faut absolument, dans ce cas, à la limite, dans ce cas, vous pouvez appeler un spécialiste, mais dans ce cas, thrombolyser votre patient, à moins qu'il ait une contre-indication absolue à la thrombolyse. N'attendez pas, parce que si vous thrombolysez, vous allez ouvrir le vaisseau oculaire, et donc vous allez reperfuser le muscle qui est en train, vous allez limiter l'ischémie, limiter la nécrose et limiter les complications. Très bien. Donc, alors, une autre question. Le diagnostic de syndrome coronaire ST+ antérieur étendu est retenu en 10 minutes. Donc, je disais que c'est des urgences absolues. Un malade qui vient pour douleur thoracique n'attend pas son tour. Il passe en priorité. Parce que parfois, il y a des malades qui viennent pour une pathologie pas urgente, une angine, non, c'est une douleur thoracique qui passe. Vous faites un ECG, vous le mettez en condition comme je vous ai dit, et puis après, vous décidez qu'il n'y a rien, qu'il y a un ST+, qu'il y a un ST-, et puis après, vous le prenez en charge en conséquence. Donc, le diagnostic de syndrome coronaire antérieur, j'ai dit, je répète, est retenu en 10 minutes après un interrogatoire, un examen clinique. Alors, l'examen clinique, en général, je vous l'ai dit tout à l'heure, si le malade n'est pas compliqué, il est tout à fait normal, il peut être tout à fait normal. Donc, vous notez que la douleur, il est à H3 de la douleur. Quelles sont les propositions fausses? Réfléchissez bien. La thrombolyse est impérative étant donné que la douleur a commencé il y a plus de 120 minutes. La thrombolyse est permise entre ces propositions fausses, d'accord? Donc, la thrombolyse est permise entre 0 à 12 heures du début de la douleur. Le délai entre le début de la douleur et le diagnostic est appelé First Medical Contact. Je vous ai expliqué tout à l'heure la définition du First Medical Contact.
La thrombolyse, une fois décidée, doit se faire dans les 10 minutes. Pathognomonique du ST+, tout décalage de segment ST doit être thrombolysé. Donc, les réponses POS, donc c'est, je vois que Mme Bouquet met beaucoup, donc c'est A, C et E, vous êtes tous d'accord, c'est les réponses. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi A est fausse? La thrombolyse est impérative étant donné que la douleur a commencé il y a plus de 220 minutes. Ben, s'il a une contre-indication et qu'il a, donc il faut en médecine, il ne faut jamais être plus dangereux qu'utile. Ce malade peut avoir une contre-indication. Donc, vous ne thrombolysez pas 100% des malades que vous recevez pour tester plus, même si vous les recevez à H2. Donc, il y a des contre-indications absolues définitives, on va en parler, mais il y a des contre-indications qui sont transitoires, c'est lesquelles qui sont relatives. Une contre-indication relative. Non, 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 vous pouvez corriger et après thrombolyser le malade secondairement. C'est quoi? Exactement. C'est le malade qui vient pour une hypertension artérielle, un syndrome, plutôt une urgence hypertensive, type syndrome coronaire ST+. Donc, chez ce malade-là, vous équilibrez sa tension artérielle. Une fois que vous avez atteint 160 de systolique, vous pouvez thromboliser. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument donner des médicaments qui ralentissent, qui baissent la tension artérielle en IV, très maintenant il est disponible, ou alors du Loxène, de la méthadone, pardon. Mais il faut donner aussi un médicament qui a un effet au long cours, type ARA2 ou IEC. Parce que si vous thrombolisez alors qu'il a une tension artérielle qui est correcte et qu'on post-thrombolise quand la durée de vie du médicament que vous avez donné injectable est dépassée et que le malade fait une réaction sur la tension artérielle, il va signer, même en post-thrombolyse. Et donc, c'est une contre-indication qui est relative, mais il faut équilibrer la tension artérielle et donner un médicament qui va donner un équilibre de la tension artérielle qui est pérenne sur 24 heures. Donc, c'est pour ça que la réponse A est fausse. On ne thrombolise pas tout le monde. On élimine d'abord, au moment où vous faites l'interrogatoire, vous éliminez les contre-indications à la thrombolyse très rapidement dans les 10 minutes où vous allez prendre la décision. La thrombolyse est permise entre 0 et 12 heures. Inférieure à 6 heures, c'est une thrombolyse qui est aiguë, plutôt précoce. Mais après, entre 6 et 12 heures, c'est une thrombolyse tardive, mais qui peut marcher. Alors, le délai entre le début de la douleur et le diagnostic est appelé first medical contact. Non, pas le first medical contact. Le first medical contact, c'est le moment où le malade est en contact d'un personnel médical ou paramédical. La thrombolyse doit être décidée dans les 10 minutes. En fait, les 10 minutes créneaux, vous les utilisez pour éliminer les contre-indications. Vous avez déjà pris la décision. Vous mettez 10 minutes pour interroger, éliminer, prendre l'attention, éliminer toutes les contre-indications, une dissection de l'art, par exemple, qui se complètent avec donc, pathognomonique du syndrome de ST+, tout ce décalage doit être symbolisé? Non. Parce que si vous avez un décalage persistant après un syndrome coronaire, parce que le malade fait un anévrisme et que vous le thrombolisez, non seulement vous n'allez pas être efficace, parce qu'il n'y a rien à thromboliser, il n'y a pas de ischémie évolutive, mais l'anévrisme, c'est compliqué de thrombus. Donc, vous risquez de thromboliser un malade qui a un thrombus. Donc, voilà les réponses. Alors, maintenant, c'est le délai total de l'ischémie, comment elle se calcule. Il y a un délai qui est limité aux patients, qui est malheureusement encore
trop important. On essaie de le corriger en faisant des spots d'information sur le site du CHU. On a déjà fait, mais peut-être le répéter. Parfois, le patient, il ne consulte pas, il a mal à 2 heures du matin, il attend de 6 heures du matin pour venir. Parfois, donc, ça, c'est le délai lié au patient. Et puis aussi, on n'a pas de transport médicalisé. Le patient, il part toujours avec ses propres moyens encore dans notre structure de santé. C'est vrai qu'on a des structures de santé de proximité très, très proches de tous les citoyens algériens, les EPSP, mais il faut déjà aller à l'EPSP, etc. Donc, le malade ne peut pas appeler le transport à son domicile. Après, le délai lié au système médical d'urgence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si le malade vient aux urgences et qu'il attend, c'est un délai qui peut être énorme, même s'il est arrivé. Si le malade, si le médecin, l'infirmier met, je ne sais pas combien de temps à faire le CG, c'est un délai qui est lié au système d'urgence. Si le médecin d'urgence ne prend pas la décision de prendre en charge très rapidement, donc c'est lié au système d'urgence. Après, il y a le délai qui est lié au système. C'est une fois que vous avez décidé, est-ce que vous allez thromboliser, vous allez envoyer vous allez envoyer pour une angioplastie primaire, etc. Je vous assure qu'en ce moment, avec la route là qui ne fonctionne pas, même si le malade vient il va mettre 2 heures. C'est pour ça que nous, on a changé de stratégie pour le moment. Et pendant la saison estivale, comme la wilaya devient très surchargée, et c'est ce qu'il faut faire en vrai dans vos régions. Si le malade, donc si vous avez plus de 120 minutes, plus de 2 heures à attendre l'ambulance, à transporter le malade, etc., il faut absolument thromboliser le patient s'il n'y a pas de contre-indication. Après, si vous n'avez pas le choix, et que c'est une contre-indication à la thrombolyse et que vous avez le syndrome de coronarographie, mettez votre patient dans une ambulance avec un défibrillateur, un médecin et transférez-le avec, en salle de coronarographie en avertissant au préalable l'équipe pour qu'elle vous attende et qu'elle ne mette pas un malade mis en place d'un pacemaker qui va durer un petit moment. Et donc, c'est très important d'avoir la coordination. C'est pour ça que ça s'appelle délai lié au système. Je répète juste pour mes confrères, médecins urgentistes et pour les médecins que j'ai là en face de moi, quand vous thrombosez un patient, la reperfusion est génératrice de troubles du rythme ventriculaire. Ce n'est pas une pathologie, mais c'est un signe de reperfusion. Bon, il y a le RIVA, le rythme ventriculaire accéléré, ce n'est pas un problème, mais parfois c'est une TV, une TVNS qu'il faut choquer. Donc, au moment où vous êtes en train de, quand vous démarrez la thrombolyse, vous devriez impérativement avoir un défibrillateur fonctionnel. Et si vous transférez un malade après thrombolyse dans un service d'angioplastie, vous devriez avoir dans l'ambulance un défibrillateur fonctionnel. C'est ce qu'on a mis en place ici. Donc, les malades doivent être transférés parce que c'est un trouble du rythme de reperfusion. Si vous le choquez, son pronostic est très bon, mais si vous ne le choquez pas, il va décéder alors que cette coronaire est ouverte peut-être avec votre thrombolyse. Et donc, il faut, quand vous thrombolisez, défibrillateur fonctionnel de manière obligatoire. Très bien, donc ça c'est dit. Donc c'est juste donc une autre façon aussi de voir le délai lié au patient, le délai lié au système et le délai lié aux patients, au système d'urgence. Très bien. Alors, juste, je vais vous donner les différentes définitions, juste ça, c'est pour information, parce que quand on vous parle, quand un service de référence de coronarographie vous parle de toutes ces terminologies, pour que vous compreniez. Alors,
C'est quoi une angioplastie primaire? C'est le patient qui arrive dans un endroit où il y a une salle de cathétérisme cardiaque ou alors qui est à moins de 120 minutes d'une salle de cathétérisme cardiaque avec une équipe qui l'attend pour angioplastie. Donc ça, c'est une angioplastie primaire, donc c'est un malade. Vous avez donné le traitement d'urgence, on va en parler, mais donc vous l'envoyez pour angioplastie primaire. Ça, c'est le cas, le gold standard. Ça, c'est la meilleure des situations. Après, il y a la coronarographie, la coronarographie plutôt de routine, parce qu'on peut ne pas avoir une angioplastie. On peut juste avoir une coronarographie, je vous explique pourquoi. C'est le malade qui a été thrombolysé avec succès. Et donc, vous l'envoyez pour faire une coronarographie pour savoir est-ce que, je vais vous parler des critères de succès, est-ce que c'est un malade qui a des lésions résiduelles, est-ce qu'il a une sténose résiduelle sur la lésion responsable de l'infarctus, est-ce qu'il a des lésions résiduelles sur les autres vaisseaux, etc. Après, vous avez la stratégie pharmaco-invasive. Donc, c'est le malade qui fait donc, une angioplastie. Après, on peut faire, ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas vous en parler. Il y a aussi la stratégie, l'angioplastie de sauvetage. C'est quoi l'angioplastie de sauvetage? C'est le malade qui a été thrombolisé. Ne dites pas échec, vous dites sans succès. Parce que le malade, quand il entend échec, déjà il est stressé, déjà il n'est pas bien. Vous allez rajouter échec, c'est pas bon. Donc, vous dites thrombolisé sans succès. Ça fait moins mal aux oreilles. Donc, c'est le malade qui est thrombolisé sans succès. Là, c'est dans les 2 heures, il doit être coronarographié pour faire de la protection musculaire. Donc, voilà. Donc, c'est l'angioplastie de routine. Après, parfois, c'est un malade qui est venu en retard, J3, J4. On fait une coronarographie du diagnostic parfois, juste pour savoir un petit peu le type de lésion. Et après, on va demander une viabilité dans le territoire de l'infarctus, une lésion, et pour aller revasculariser secondairement. Donc, toute douleur thoracique, je disais tout à l'heure. Alors, tout décalage de ST n'est pas thrombolysé parce qu'il peut y avoir des décalages de ST anciens, anévrisme par exemple, et qui ne sont pas concomitants d'une ischémie évolutive. Donc, les diagnostics différentiels. Donc, d'abord, il y a 4 douleurs thoraciques. On vous a fait ça en sémiologie, on vous a répété ça, etc. Donc, vous pouvez répéter sous le mot pied. C'est péricardite avec ou sans abdominal, pleurésie, pneumothorax, toutes les douleurs des plèvres, des séreuses qu'il y a au niveau du thorax, soit le péricarde, soit le poumon. Vous avez bien sûr le syndrome pulmonaire, vous avez l'embolie pulmonaire aussi. Je suis très contente parce qu'aux urgences, nos médecins pensent de plus en plus à l'embolie pulmonaire, et ça, je vais dire merci. Donc, bon, entre guillemets, parce que depuis le Covid, et on avait énormément d'embolies pulmonaires, les gens qui se sont parce qu'avant, les gens n'y pensaient pas. Les médecins n'y pensaient pas. Et donc maintenant, ils pensent à faire les pulmonaires, ils pensent à faire le médical, et on a du coup de plus en plus d'embolies pulmonaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a plus d'embolies pulmonaires, c'est parce qu'ils sont diagnostiqués. Donc la dissection de l'aorte, c'est très, très exceptionnel, c'est rare, mais il faut y penser parce que parfois, elle s'accompagne, quand il y a une extension au niveau des coronaires, elle peut s'accompagner d'un syndrome coronaire aigu. Donc, vous allez avoir un ECG, un suite décalage de ST, et le malade, il a une dissection de l'aorte associée. Après, parfois, il n'y a pas de syndrome coronaire, il y a juste une dissection de l'aorte. Après, c'est un malade hypertendu, très déséquilibré, pas traité en général, on peut traiter non contrôlé. Avec, si vous avez une anémie de
c'est rare la dissection, mais si vraiment vous avez un faisceau d'arguments qui évoque une dissection de l'aorte, l'aorte ascendante, l'échocardiographie va vous aider dans le diagnostic. Donc, les urgences cardiaques, vous avez les myopéricardites dans le myocardite. Ça, c'est un infarctus de les tachyarrhythmies aussi qui peuvent augmenter les troposines. Les sténoses aortiques qui vont donner un ordre de type 2 parce qu'il y a un déséquilibre entre les besoins et les... Très souvent, il y a des malades qu'on hospitalise pour des endystémies. Alors, c'est tout simplement des sténoses aortiques mécaniques pendant longtemps, très sévères. Donc, le syndrome de Takotsubo, c'est le syndrome de cœur brisé. En général, vous allez trouver un contexte. C'est vrai qu'on dit que c'est plus fréquent chez la femme de la soixantaine, mais ça peut exister chez l'homme. Donc, c'est une patiente qui a vécu un traumatisme psychologique qui est violent. À l'ECG, c'est un sous-décalage en antérieur. Les troponines vont être augmentées. Les coronaires peuvent être saines, mais il y a un aspect typique à l'échocardiographie, un type d'un anévrisme apical, parfois aussi causal, dans les formes causales. L'espace coronaire, donc c'est un malade qui va faire un authentique sous-décalage, mais en général qui n'est pas persistant, et les coronaires peuvent être angiographiquement sains, et un traumatisme cardiaque, c'est donc, vous avez les pathologies pulmonaires, les pathologies vasculaires, parfois tout simplement c'est une pathologie digestive, ou alors une lésion musculaire, une métastase osseuse au niveau du corps, hypothermale, etc. Donc, une lésion osseuse. Parfois, il y a des malades, je me rappelle, c'est un chirurgien qui consultait pour douleur thoracique. Un jour, j'ai trouvé un terme de corps, c'était tout simplement un zona. C'était un zona de la zone thoracique. Regarde du cœur. Ce n'était pas syndrome coronaire, ni une angine, plutôt la syndrome coronaire. Donc, les diagnostics différentiels. À l'électrocardiographe, il y a d'abord le tableau clinique, les antécédents, qui vont déjà vous évoquer. C'est une femme qui vient d'accoucher, une femme qui vient d'être opérée pour un fibrome ou une malade qui a alité, vous allez penser plutôt à l'embolie pulmonaire. Et vous avez à l'embolie pulmonaire une tachycardie sinusale qui est presque toujours présente. Mais faites attention, quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire, vous allez avoir un BVD, des entités qui sont négatives en V1, V2, V3, c'est un signe de souffrance ventriculaire droite parce qu'il y a une hypertension. Vous allez avoir l'hypericardie, c'est un sus-décalage, mais qui est concordant au niveau de toutes les dérivations. Et il n'y a pas d'image en miroir. Le bloc de branche gauche, vous savez tout le diagnostiquer. Faites attention à l'hypercalémie aussi. Alors, l'hypercalémie, c'est une entité qui va être ample, mais à base étroite. Donc, et ça doit vous évoquer, il faut y penser à l'hypercalémie. En général, on a une hypercalémie dans le cadre d'une insuffisance rénale sévère, etc. Faites attention à l'anévrisme parce qu'un infarctus, c'est pas toujours un décalage, c'est pas toujours un infarctus évolutif. Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'image en miroir, si la douleur thoracique est ancienne, si le malade n'a pas encore mal, etc., faites une échocardiographie. Dans ce cas-là, elle n'est pas de recul. Une hypertrophie ventriculaire gauche, si un malade qui a une HTA maltraité, une sténose aortique. Un syndrome de Brugada, mais ça, appelez le spécialiste, ou une embolie pulmonaire. Mais si déjà, mes chers collègues, confrères, médecins généralistes, urgentistes, diagnostiquent toutes les formes typiques, c'est pas grave de demander parfois un avis et de prendre en charge toutes les formes typiques. Les formes atypiques, n'hésitez pas à appeler le service référent de votre région.
Donc maintenant, les équivalents, c'est l'infarctus basal. Donc vous allez avoir en V1, V2 une autre R qui est importante, un sous-décalage de ST, et en V7, 8, V9, un sous-décalage et une autre. Parfois aussi, c'est juste un sous-décalage qui est très, très discret et très souvent, on peut passer à côté. Là, il faut répéter le CG. Soit il se modifie, soit vous vous aidez des troponines. Ce n'est pas très grave. Il y a un pattern donc, de Winter. Alors, de Winter, c'est quoi? C'est une anomalie électrocardiographique c'est un sous-décalage de ST avec une entité très ample en V2, V3, V4. C'est juste un état parce que ça correspond à une subocclusion, à une occlusion intermittente de l'interventriculaire proximal. Si vous attendez un tout petit moment, vous allez avoir un ST+ en antérieur. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication à la thrombolyse, parce qu'on n'a pas de sous-décalage, mais c'est un malade qu'il faut traiter comme un ST-, mais que vous allez envoyer très, très, très rapidement à une salle de coronarographie, parce que la seule solution, c'est de faire une angioplastie en urgence chez ces patients. Et très souvent, comme je disais, c'est des sujets jeunes qui n'ont pas beaucoup de facteurs de risque et qui ont juste soit un tabagisme, soit un diabète récent, soit un tabagisme et un diabète, et qui font une plaque instable sur l'interventriculaire proximale ou moyenne et qui font donc une antérieure étendue très sévère et très rapidement l'artère se plie et ça devient un ST. Et bien sûr, les BG. Alors, quand il y a un BG complet, la seule chose qui va vous aider, c'est quoi? C'est un ECG antérieur. Donc, si le malade a un ECG antérieur, qu'il n'y a pas de BBG, et que maintenant il vient avec une douleur thoracique, il y a un BBG, donc vous êtes sûr que le BBG est concomitant à la douleur, vous êtes sûr que c'est un syndrome coronnaire. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas un ECG antérieur, et que vous avez juste un BBG, vous faites des troponines. Donc, élévation des troponines, la signifique des troponines, c'est un syndrome coronaire évolutif. S'il y a les troponines sont négatives, c'est un BBG qui peut rentrer dans le cadre d'une cardiomyopathie dilatée, d'une HTA maltraitée avec cardiomyopathie dilatée, etc. C'est parfois simplement un BBG sans pathologie sous-jacente. Elles ne sont pas alors les critères de Scarbosa, il y a un collègue qui pose la question, un résident de médecine d'urgence qui pose une question pour les critères de Scarbosa, ne sont pas vraiment réintroduits dans les nouvelles recommandations. Donc, en vrai, le BBG, soit il est nouveau, donc vous êtes sûr que c'est un syndrome coronaire aigu, soit vous ne savez pas, aidez-vous d'être reconnu. Alors, comment choisir en angioplastie la thrombolyse? Vous êtes médecin généraliste, vous êtes dans un EPH, vous avez reçu, vous êtes dans un CHU aux urgences, vous avez reçu un malade syndrome coronaire ST+. Donc, quand est-ce que je choisis l'angioplastie et quand est-ce que je choisis la thrombolyse? Donc, je vous ai dit, ayez comme principe fondamental. Si vous êtes sûr que le malade est sur la table de coronarographie, alors quand vous êtes dans un CHU, la salle est à côté, c'est 90 minutes, c'est pas 120 minutes. Donc, si dans les 90 minutes, le malade peut être sur encore moins, beaucoup moins. Donc, si le malade peut être en salle ici, donc si le malade est sur la salle, la table de salle de coronarographie très rapidement, préférer l'angioplastie. Mais dans notre pays, par exemple, c'est une région, je connais une région d'Algérie, c'est des régions montagneuses, c'est des régions lointaines, et les centres de
coronarographie de référence sont très souvent blancs. C'est pour ça qu'il faut absolument que nos médecins urgentistes de différents EPH sachent thromboliser. Donc, vous thromboliser de manière, sauf s'il y a une contre-indication. Et après, s'il y a un succès, c'est bon, vous envoyez tranquillement dans les 24 heures pour une coronarographie. S'il y a par contre un non-succès, vous l'envoyez en urgence. Très bien. Alors, juste pour que vous sachiez, je le répète, le délai de 120 minutes, c'est un délai maximal qu'on peut tolérer. En vrai, comme je disais tout à l'heure, il faut le raccourcir le plus possible. Donc, il faut que le malade soit sur une table de coronarographie le plus tôt possible entre le first medical contact et l'artère et la sonde dans la coronaire. Donc, si vous ne pouvez pas lui offrir ça au malade, ne prenez pas de risque avec un sujet jeune qui n'a absolument pas de contre-indication à la thrombolyse. Infarctus antérieur ou infarctus antérieur étendu, rupture antérieure, ne prenez pas de risque, embolisez-le et après vous le transférez de manière très, 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 oui. Donc, vous le transférez très, très, très lentement. Donc, une autre question. Alors, concentrez-vous. Quelles sont les propositions justes concernant les traitements pharmacologiques dans la prise en charge à la phase aiguë d'un syndrome coronaire ST+? Est-ce que les dérivés nitrés doivent être donnés systématiquement à la phase aiguë d'un syndrome coronaire pour réduire la douleur? Vous savez que les dérivés nitrés, effectivement, réduisent la douleur, mais est-ce que vous allez les donner systématiquement? Est-ce que la morphine est la molécule idéale pour réduire la douleur? Est-ce que vous allez mettre tout patient qui a mal sous morphine? Le bêta-glucan intraveineux est la molécule idéale à la phase aiguë de syndrome coronaire ST+, mais ça, oublié. Bêta-glucan intraveineux, médecin généraliste dans un EPH, ne l'utilisez pas parce que vous risquez de mal utiliser, de créer une hypotension, un DAV, etc. Non, ça je vous le dis tout de suite. Je vous le dis. Donc, une anticoagulation, et je l'ai mise exprès juste pour que vous l'éliminez dans vos têtes, de vos têtes. Une anticoagulation et une dose de charge d'antiagrégants plaquettaires sont nécessaires indépendamment du moyen de reperfusion. C'est-à-dire, est-ce que vous avez décidé de thromboliser, vous avez décidé de faire un angioplastie, est-ce que vous allez donner une dose de charge d'antiagrégants et vous allez traiter, vous allez anticoaguler le patient. Le clopidogrel est la molécule de choix pour le traitement. Alors, quelles sont les propositions justes? Alors, quelles sont les propositions justes? Est-ce que vous allez donner un dérivé nitré systématiquement pour réduire la douleur? Alors, le dérivé nitré, pour ne le donner, il y a 3 indications au dérivé nitré et syndrome coronaire aigu. C'est lesquelles? Laisse-le là-bas. Donc, est-ce que vous allez donner des dérivés nitrés de manière systématique? Alors, il ne faut pas le donner de manière systématique parce qu'il a des contre-indications. Je vais vous donner d'abord les indications, puis les contre-indications. Donc, les indications, il y a 3 indications. C'est le malade qui a une urgence hypertensive type syndrome coronaire, c'est-à-dire que une tension artérielle très élevée. Ça va vous aider à baisser la tension artérielle, à diminuer la douleur et ne pas créer d'hypovolémie. Très intéressant. C'est le malade qui a un OAT avec syndrome coronaire aigu, avec une tension artérielle qui est correcte,
vous allez traiter l'OAP sans créer d'hypovolémie, d'hémoconcentration, et vous allez traiter l'OAP, diminuer la douleur. La troisième, c'est un malade qui a très mal et qui a une tension artérielle qui est élevée. Vous pouvez donner un dérivé liquide. Alors ça, c'est les indications. Les contre-indications, c'est lesquelles? Hein? L'hypotension, c'est une contre-indication absolue. Votre contre-indication. Lorsque vous suspectez une extension ventricule droit, faites très attention. Même si vous ne posez pas le diagnostic, si vous suspectez une extension ventricule droit, ne donnez pas de dérivé liquide parce que vous allez créer une hypotension chez le malade. La morphine ne doit pas être systématique parce que c'est un médicament hypotenseur et qui interagit avec les antiagrégants plaquettaires, surtout le clopidogrel. Donc, il diminue de l'efficacité du clopidogrel. Vous l'utilisez que si le malade a une douleur qui est très importante. Le bêta-bloquant n'est pas indiqué tout le temps aussi, et oubliez le machin. Par contre, une anticoagulation et une autre charge d'antiagrégants plaquettaires que vous thrombolisez, que vous ne thrombolisez pas, que vous faites une angioplastie. Vous ne faites pas une angioplastie, vous donnez à tout le monde. Hein? Par contre, effectivement, en fonction de l'âge et en fonction, je fais exactement, c'est une très bonne réflexion, en fonction de l'âge et de la fonction rénale. Alors, pour le clopidogrel, au-dessus de 75 ans, vous ne donnez pas de dose de charge, vous donnez un seul comprimé. Au-dessous de 75 ans, vous donnez 4 comprimés, 4 mg. Pour les anticoagulants, les HPPN, si le malade a une insuffisance rénale, vous donnez une monoprise et donc il faut faire attention au risque hémorragique. Donc, en urgence, les dérivés nitrés ne sont plus indiqués comme méthode diagnostique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire méthode diagnostique? Ça vous rappelez toujours, quand en sémiologie, on vous dit la définition du syndrome coronaire, c'est une douleur de repos qui dure de plus de 20 minutes et qui est très nitro-résistante. Non, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a fait énormément d'hypotension, on a créé énormément d'hypotension en donnant des dérivés liquides en sublingual. Donc maintenant, c'est plus depuis très longtemps. Vous faites un ECG, vous posez des diagnostics, vous ne faites pas le test thérapeutique. Et donc, l'hypotension, la bradycardie, ça veut dire qu'il y a peut-être un infarctus du VD, les tachycardies sévères, parce que les dérivés sont tachycardisants, et l'infarctus du VD, et le malade qui est sous sildenafil, qui a pris du sildenafil ou du Viagra dans les 48 heures, ne lui mettez pas de dérivé liquide, c'est très dangereux, vous allez créer une hypotension très sévère. Alors, les antidouleurs, c'est vrai que les opioïdes sont bien, mais ils ont un effet chronotrope et inotrope négatif. Et donc, c'est vrai que si tu réduis un électromyocarde à cause de l'effet chronotrope et inotrope négatif. Professeur, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Une interaction avec les antiagrégants plaquettaires. Rapprochez-vous du micro. Donc, on a parlé, on a traité, on a posé le diagnostic, on a vu les différents ECG, les différentes situations cliniques, on a vu les diagnostics différentiels. Et donc maintenant, dans quel cas vous allez demander une échocardiographie? J'ai dit qu'elle n'est pas systématique. Donc, ce n'est pas nécessaire tout le temps de faire une échocardiographie. Nos collègues dans les EPH, ils thrombolisent leurs patients, ils nous les envoient et nous, on fait l'échocardiographie secondairement. Cependant, dans certains cas, il faut faire une échocardiographie en urgence dans le cas où vous pensez à une complication. Donc, si vous pensez à un épanchement péricardique, ne faites rien, ne thrombolisez pas, surtout pas. En fait, d'abord, les prochaines associées par rupture myocardique, etc. De toute façon, c'est une maladie par méthode choc. Si vous avez une insuffisance mitrale,
importante. Donc, vous pouvez thromboliser, mais il faut qu'on fasse l'écho secondairement. Parfois, il y a une CIV par rupture septale. Si vous suspectez un thrombus apical parce que l'infarctus, le malade vous dit, entrez, j'ai eu mal il y a 6 jours, de manière très importante. Après la douleur qui a duré 2 heures, et puis après elle est partie la douleur, et après elle est revenue maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un infarctus il y a 6 jours, et que maintenant le décalage, c'est peut-être un anévrisme. Donc, il faut faire une échocardiographie. Dans l'écho, c'est éliminer les pochons péricardiques aussi, la dissection de mort et le taco-chevaux. Donc, il faut faire un taco-chevaux, faire une échocardiographie parce que ça fait partie des critères diagnostiques. Donc, en vrai, dans la majorité des patients, chez la majorité des patients, vous n'avez pas besoin de faire une échocardiographie avant de thromboliser ou avant de prendre en charge le patient. Il reste un certain nombre de cas où l'échocardiographie est très utile et c'est ces cas qu'il faut continuer, qu'il faut connaître. Après, un malade, quand il arrive dans un service de cardiologie, il a une fast écho, une échocardiographie d'urgence, pour qu'on sache à peu près la situation du patient. Et on fait une échocardiographie à la sortie. C'est l'échocardiographie à la sortie qui va être une écho de référence pour le suivi ultérieur du patient. Alors, les contre-indications à la thrombolyse, vous avez, donc je vous en ai parlé, je vous ai dit, on va en parler tout à l'heure. Donc, vous avez des contre-indications absolues. À mon avis, vous devriez les afficher soit sur votre smartphone, les avoir sur votre smartphone, soit les afficher dans vos postes d'urgence. Le mieux, c'est de les afficher dans votre poste d'urgence. Comme ça, au moment où vous interrogez votre patient, vous les regardez, vous posez la question. Est-ce que vous avez fait un AVC? Quel type d'AVC? Est-ce que vous avez l'imagerie? Est-ce que vous avez eu un traumatisme de bicyclette, de voiture, etc., une chute d'un arbre, etc. Est-ce que vous êtes sous traitement anticoagulant? Montrez-moi tout votre traitement. Est-ce que vous n'avez pas été fonctionné en hématologie, une fonction quelconque? Est-ce que vous n'avez pas fait une biopsie? Vous savez, le malade peut ne pas vous parler, il peut ne pas vous dire. Donc, vous posez les questions. Est-ce qu'on ne vous a pas piqué pour faire une biopsie rénale, une biopsie hépatique, etc. Parce qu'il va vous dire s'il a été opéré. Mais parfois, il peut oublier un AVC, il peut oublier quelque chose, etc. Et donc, il vous demandez, est-ce qu'il est sous anticoagulant, est-ce qu'il n'est pas sous anticoagulant, etc. Après, il y a les contre-indications relatives. C'est le malade qui a une insuffisance hépatocellulaire, qui a, après ce moment-là, vous regardez le taux de thrombine. L'hypertension artérielle non contrôlée, j'ai dit que c'est une contre-indication relative. Pourquoi? Parce que vous pouvez la contrôler en urgence. Vous pouvez donner un traitement hypotensionnel. Une fois que vous avez baissé la tension artérielle, vous thrombolisez secondairement votre patient. Il vaut mieux prendre 30 minutes pour baisser la tension artérielle que de thromboliser avec un risque d'hémorragie cérébrale. Si un malade fait une hémorragie cérébrale, c'est une mort certaine et après thrombolyse, c'est très, très compliqué. Donc, je vous propose d'afficher dans vos box d'urgence les contre-indications à la thrombolyse. Comme ça, vous allez poser les bonnes questions à vos patients. Alors maintenant, vous avez thrombolysé. Depuis tout à l'heure, j'ai parlé succès, non succès. Et donc, quels sont les critères de succès? Les critères de succès, c'est le malade qui va avoir la douleur qui est consistante. Mais faites attention, il peut y avoir une majoration initiale. Donc, lors de la reperfusion, il va y avoir une libération de l'acide lactique. Donc, on peut avoir une majoration de l'acide. Professeur, on ne vous entend pas bien. Je me demande comment il est. Oui, mais je pense que vous ne vous rapprochez pas du micro ou qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de coupures. C'est comme
On n'entend pas bien du tout. Oui, Très bien. La seconde, comment? la seconde, Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Prenez cette position. très bien. Donc, je disais, pour les critères de reperfusion lors de la thrombolyse et au décours immédiat de la thrombolyse, donc il peut y avoir une élévation, une majoration de la douleur. Ne soyez pas inquiets. Après, elle va plutôt céder et diminuer. Elle peut ne pas céder totalement, mais elle va diminuer. Si vous faites un taux de troponine, il va y avoir un pic. Et sur le plan électrocardiographique, c'est ce que je vous ai dit, vous ne thrombolisez jamais un patient si vous n'avez pas un défibrillateur fonctionnel à votre côté. Parce que les troubles du rythme, parfois même c'est une TV, peut survenir comme critère de reperfusion. C'est-à-dire vous êtes sûr d'avoir ouvert l'artère de votre patient, mais il faut savoir qu'il faut être prêt à le défibriller. Parfois, c'est un trouble à conduction, transitoire. Mais le critère le plus important, je vais vous donner les critères vrais, c'est une régression du décalage de ST dans la dérivation vous allez la regarder dans la dérivation, il était le juste pour un photographie, soit à l'ECG, mais parfois à la coronale critère. Oh, activez votre micro, professeur. Professeur, activez votre micro. Voilà. C'est bon, ça, C'est bon. Ce que je vais vous demander, c'est un peu gênant pour moi de vous le dire, mais on est au tiers du nombre, on va atteindre le tiers du nombre des participants. Donc, ce que je vais vous demander, puisque là, d'aller plus vite, ou là d'essayer de répondre aux questions et de sauter certaines plaques. Il ne faut pas qu'on tarde beaucoup, sinon on n'aura plus personne. J'ai fini. Ok, ça va. Allez, bon courage. Ok. Non, c'est peut-être parce que la qualité du son n'est pas très bonne. On va essayer de régler ça la prochaine fois. Là, elle est bonne. Continuez sur cette voie. Elle est bonne. D'accord. Non, j'ai presque fini, ça y est. Donc, alors, je disais pour la reperfusion, et j'ai fini, je juste explique comment les critères de succès de la thrombolyse.
Donc, pour le critère de succès de la thrombolyse, je disais que c'était une diminution de plus de 50% du cis-décalage de ST dans la dérivation où le cis-décalage était le plus important. Donc, quand on reperfuse le patient, l'entité va se négativer. Donc, je vous l'ai montré ici, l'évolution d'un infarctus, donc avec cis-décalage de ST. Le cis-décalage disparaît, l'entité va se négativer, et puis après, très tardivement, elle va se repositiver. Alors, juste, je vais vous parler de quelque chose qu'on peut avoir, c'est un très bon élément, très bon critère de reperfusion, c'est le rythme hydroventriculaire accéléré. C'est quoi le rythme hydroventriculaire accéléré? C'est un QRS qui va être large, c'est comme des extrasystoles ventriculaires, qui va être régulier avec une dissociation auriculoventriculaire, mais il ne faut absolument rien faire dans ce cas, il faut juste le regarder, et c'est un critère de reperfusion, donc il ne donne pas de déstabilisation hémodynamique, etc., parce que la fréquence est correcte. Alors, le patient a plusieurs lésions coronaires, dont une, non, ça c'est pour le cardiologue, je passe. Alors, ce patient qu'on a reperfusé la première, donc il y a un autre cas clinique, c'est un patient de 53 ans, hypertendu sous IEC, diabétique, et qui vient aux urgences à 6 heures du matin pour une douleur rétrosternale et constrictive avec irradiation à la mâchoire. À son arrivée, le patient avait une tension très basse, une fréquence cardiaque qui est basse, et voilà son ECG. Alors, c'est quoi votre diagnostic? C'est un BAV complet avec infarctus inférieur. Donc, c'est un BAV complet avec infarctus inférieur. Alors, les questions, comment expliquez-vous son état clinique? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque aiguë qui est due à une destruction très importante du myocarde? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque aiguë sur fibrillation auriculaire? Éteignez votre... Est-ce que c'est une bradycardie qui est due à son syndrome coronaire? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque qui est due à une extension ventricule droit? Ou toutes les réponses sont fausses? Je vous remets le CG. C'est un BAV complet avec infarctus inférieur. Donc, les réponses possibles, c'est d'abord une bradycardie qui est due au syndrome coronaire, mais aussi possible extension au ventricule droit. À la coronarographie, vous avez vu qu'on a mis une sonde de stimulation temporaire qui est là et que la coronaire droite est complètement occluse, donc on a des options. Dans un pacemaker, une sonde de stimulation temporaire. Activez le sang, professeur. Voilà. Ce que je vous propose,
Je suis Une désolée. question, Madame Bougainville, message à retenir. Essayez de répondre à leurs questions. C'est plus important dans le sens où il est d'accord et continuez avec le cas clinique. Parce que là, même vous souffrez. Allez-y, professeur. Donc, pour sa bradycardie, quelles sont les propositions justes? Est-ce que vous allez mettre l'isoprénaline? Est-ce que vous allez essayer l'atropine? Alors, comme c'est un infarctus inférieur, donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'abord l'atropine. Parfois, ça marche. Et après, vous passez à l'isoprénaline. Pourquoi? Parce que l'isoprénaline est très arythmogène à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Alors, est-ce que le malade va sortir avec un pacemaker? Non. Le BAV de la phase aiguë d'un infarctus, en général, il est résolutif et on peut, après la revascularisation. Une autre question, donc ça y est, le malade a été traité, il va sortir. Concernant le traitement médical de sortie, vos objectifs, donc une statine high intensity, donc une intensité très élevée, et je rappelle que les statines forte intensité, c'est atorvastatine 80 et rosuvastatine 20, pour diminuer le LDL pour objectif inférieur à 0,55. Le clopidogrel et l'aspirine, un IEC, un bêta-bloquant ou un ARA2 si l'IEC est mal toléré. Les anticoagulants oraux n'ont pas de place dans le syndrome coronaire et les IPP sont donnés pour tous les patients tant qu'il est sous double antiagrégabilité plaquettaire. Alors, la réponse? Donc, la réponse, c'est statine, bien entendu, clopidogrel et aspirine, un ARA2, un IEC et un bêta-bloquant. L'anticoagulant, il a 2 indications dans le syndrome coronaire, voire 3. C'est le malade qui passe en fibrillation auriculaire, le malade qui a fait une complication thrombus intravésé, et s'il est porteur de valve mécanique, par exemple, on est obligé de laisser un anticoagulant, et dans ce cas, c'est un antivitamine K. Très bien. Donc, je passe au message à retenir. Non, d'abord, je vais insister sur le fait que dans un syndrome coronaire ST-, l'élévation des troponines est plutôt dans une douleur thoracique ou chez un patient. L'élévation des troponines n'est pas systématiquement due à un syndrome coronaire. Donc, il y a des lésions myocardiques autres que le syndrome coronaire aigu dû à une athérosclérose ou à une dissection coronaire qui va augmenter les troponines. Et il y a des situations plutôt systémiques, donc une maladie infectieuse sévère, un sepsis sévère, une embolie pulmonaire sévère, une maladie infiltrative, la sarcoïdose, l'amylose, une post-chimiothérapie, un patient en état critique, un exercice vigoureux, tout simplement, on peut avoir une élévation de troponine. Donc, toute élévation de troponine n'est pas synonyme de syndrome coronaire. Il faut les interpréter dans le contexte clinique. Alors, comme take-home message, le temps, c'est du muscle. Donc, quand le malade vient pour douleur thoracique, il n'attend pas aux urgences. Le CG doit être fait très rapidement. Le CG, 18 dérivations, ce n'est pas 12 dérivations. Faites attention, la pathologie coronaire est fréquente, elle ne touche pas que les hommes, elle ne touche pas que les hommes âgés, elle peut toucher les hommes jeunes, elle peut toucher les femmes, voire les femmes jeunes. Surtout que maintenant, on a de plus en plus de citoyens diabétiques. La douleur peut être atypique, donc il faut être vigilant. Il faut screener les facteurs de risque, il faut garder le patient, refaire un ECG, surtout s'il a un niveau de risque élevé, c'est-à-dire une multiplication de facteurs de risque. Il faut penser à chercher les complications et là, on va être orienté en fonction du territoire aux complications qui sont les plus fréquentes dans ce cas.
La thrombolyse concerne l'ensemble du personnel médical, ce n'est pas une spécialité du cardiologue, mais moi je pense que c'est une spécialité du médecin généraliste urgentiste en première position et de nos médecins urgentistes. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, merci à vous de votre énergie. Il fallait beaucoup d'énergie. Non, je pense qu'on va changer de lieu, on va voir comment, on discutera après tout ça. D'accord. Alors, vous avez une question avec BAB plus syndrome coronarien aigu, est-ce qu'on thrombolyse? Alors, oui, le syndrome coronaire aigu, on doit thrombolyser justement s'il y a des choses à être régressif. Cependant, il y a une nuance. Si le malade est en état de choc, il faut d'abord rétablir une tension artérielle correcte, sinon la thrombolyse ne sera pas efficace. Mais s'il a un DAV avec une tension artérielle correcte, c'est un infarctus intérieur avec un DAV, une tension artérielle correcte, il faut au contraire thrombolyser. C'est notre question. Alors, au niveau de l'ESP, attendez, j'arrive pas. Au niveau de l'EPSP, en cas de ST+, on fait du perfalgan, puis, allez, c'est du perfalgan, puis, alors c'est la question. Je pense que j'ai compris son idée. Hein? Madame, Vous l'avez trouvé, c'est à la fin. j'ai compris ce qu'il veut dire. Alors, alors au niveau de l'EPSP, je sais comment ils fonctionnent, les EPSP. Donc, ils ont un électrocardiogramme déjà. Tous les EPSP ont un électrocardiogramme. En vrai, dans les EPSP, ils ne peuvent pas thromboliser parce que malheureusement, et ça c'est une anomalie, il y a des EPSP qui n'ont pas de défibrillateur. Et donc, ils n'ont pas le droit de thromboliser sans défibrillateur. Du coup, ils sont obligés de transférer à l'EPH le plus proche. Mais après, les EPH ne sont pas très grandeurs. C'est pas comme l'EPH. Donc, ce que je dis à nos médecins des EPSP, recevez le patient, faites le diagnostic, dès que vous y pensez, préparez l'ambulance, mettez-lui la pose de charge, mettez-lui donc le traitement, et s'il y a une hypertension artérielle, donnez-lui un anti-hypertenseur et transférez-le à l'EPH en les avertissant qu'il y a un malade qui est Il vous dit est-ce qu'on donne l'aspégique ou pas? Il vous demande s'il donne l'aspégique ou pas. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il donne le traitement, les doses de charge, l'aspégique, le clopidogrel. Si c'est un malade de moins de 75 ans, il donne son comprimé. Si c'est un malade de plus de 75 ans, il donne un comprimé. Et il le transfère, si c'est un CHU qui est proche d'eux, il le transfère au CHU. Si c'est un EPH qui est proche d'eux, il le transfère à l'EPH. En cas d'insuffisance ICE rénale, est-ce qu'on peut modifier les doses? Alors, en cas d'insuffisance rénale, pour le clopidogrel, on ne modifie pas les doses. Il faut modifier les doses uniquement pour les parines de vapeur moléculaire. Donc, on ne donne pas de dose de charge et on donne uniquement on calcule un exemple. Le malade fait 60 kg, on lui fait 10 une seule fois et on ne va pas rajouter la deuxième dose du soir 12 heures après. Mais après, c'est le pH qui va gérer, ce n'est pas le PSP. Est-ce qu'on thrombolise au-dessus de 80 ans? Attendez, si je précise quelque chose, vous avez oublié. Oui, bien sûr, excusez-moi. Au-dessus de 75 ans, vous thrombolisez à demi-dose. Vous ne mettez pas full dose, ne mettez pas la dose totale de thrombolysie. Vous mettez demi-dose. Au-dessus de 80 ans. Alors, oui, on peut thromboliser à condition que le malade n'ait pas de fragilité. Parce que maintenant, il y a une notion qui est intéressante, c'est la notion de fragilité. Donc, si le malade a un risque il a une anémie, il a un risque hémorragique très élevé, même s'il n'a pas les contre-indications classiques
de la thrombolyse, il ne faut pas le thromboliser, il faut le transférer dans un CHU, une sorte de coronarographie qui peut avoir comment je place. Cependant, si c'est une personne âgée et qui est en bonne santé, qui n'a pas de fragilité, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'anémie, oui, on peut 2000 doses, 26. Est-ce qu'on thrombolise une personne qui a un syndrome coronarien aigu antérieur avec un choc cardiogénique? Alors, le choc cardiogénique, malheureusement, c'est un pronostic qui est très défavorable. Le malade, en général, la thrombolyse ne fonctionne pas. J'avais expliqué tout à l'heure que la thrombolyse ne fonctionne pas parce que le malade est en hypotension et donc le thrombolytique n'arrive pas au niveau de l'artériocyte et ça ne fonctionne pas. Cependant, si le choc cardiogénique n'a plus être traité et que le malade est loin d'une salle de coronarographie, le mieux, c'est qu'il aille en salle de coronarographie, même en salle de coronarographie de le malade est interne. Mais s'il a dans une salle de coronarographie de préférée de plasmalaire, à ce moment-là, c'est la meilleure des. Mais si le malade est loin, qui est dans un IPH, on traite, on met des drogues, on traite son choc cardiogénique, on augmente sa tension artérielle et on peut thromboliser en sachant que la probabilité d'un non-succès est plus importante qu'un malade qui n'est pas en choc cardiogénique. Devant un spasme coronarien, est-ce que le patient doit être mis sous traitement de l'infarctus à vie? Est-ce qu'on le met sous traitement à vie? Alors, si un malade tombe sur un spasme coronarien, le coronarographiste vous répond que c'est un spasme coronarien, à ce moment-là, c'est des malades qui peuvent mettre des inhibiteurs calciques à vie. Oui. Inhibiteur calcique d'hydropyridine. Amlodipine, par exemple. Il vous demande si vous pouvez partager la présentation. Je vais la mettre en PDF et on la partage. Donc, ça sera prochainement un de ces jours, on verra. Quand on fera la deuxième formation. Alors, j'ai trouvé comment. Il y a une question. En cas d'une tachycardie, je ne sais pas si vous arrivez à lire les questions, en cas. Oh là là, voilà. En cas de tachycardie sur ST+, est-ce qu'on donne un bêta-bloquant et quelle est la dose? Alors, la posologie. Non. Alors, la tachycardie, je vais expliquer tout à l'heure. D'abord, il y a plusieurs types de tachycardie. Si c'est une tachycardie sinusale, en général, en donnant un antidouleur, en revascularisant, elle va diminuer. Si c'est une tachycardie sinusale qui rentre dans le cadre d'une insuffisance cardiaque et le médecin peut traiter le diagnostic, il faut plutôt donner un diurétique et la tachycardie va diminuer. Mais le bêta-plus, parce que c'est des médicaments qui donnent une chute tensionnelle très brutalement, et le malade peut leur faire une choc. À mon avis, non. Quelle est la dose de métalis si insuffisance rénale? Il n'y a pas d'adaptation à l'insuffisance rénale. On adapte juste à l'âge. Supérieur à 75 ans, demi-dose. Sinon, on n'adapte pas à l'insuffisance rénale. D'accord. Bon, merci. Il vous remercie, professeur. Malgré le son, il vous remercie énormément. Eh ben, j'ai bricolé. C'est un cours très important. Je crois que ce que je vais vous proposer, c'est, je vais vous donner le temps, ça sera au mois de juillet. Je vais vous proposer est-ce que c'est possible de faire une démonstration, c'est-à-dire quand vous aurez un cas au niveau de votre service, au niveau des urgences, d'une thrombolyse, d'une indication de thrombolyse et le déroulement d'une thrombolyse en image, en vidéo. En vidéo pour que les gens... Comment?
On va faire une vidéo et on va vous la transmettre pour que vous la transmettiez à tous nos collègues. لا لا تبريزونتي هانتيا. Il n'y a pas de problème, je vais la présenter. Voilà. Alors, ça sera au mois de juillet. On va essayer de faire la thrombolyse et la présenter étape par étape avec toutes les questions. Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent « je sais faire la thrombolyse » et il y a une petite erreur quelque part. Donc, ça nous permet de mieux voir est-ce que sur le terrain, l'impact de la formation qui a été faite en 2024, largement faite, comme vous l'avez si bien dit, sur le terrain. Donc, on va voir quel est son impact déjà et comment les gens, nos médecins généralistes arrivent à gérer ça. Madame Google, moi j'ai une wilaya à Béjaïa, on a fait énormément de formations pour les médecins généralistes. Très bien. Et pour les médecins généralistes, je vous assure que ça fonctionne mais vraiment bien. Si le ministère peut évaluer, vous pouvez le faire et vous allez voir. Béjaïa a toujours été dans le domaine de la formation. Je me rappelle quand j'ai travaillé avec Bouali, dans le domaine de la formation de la Hiberk. Oui. Béjaïa a toujours été, je ne sais pas si c'est la fac ou la en tout cas, je ne sais pas quel est le facteur. Madame, mais il est arrivé, aucun EPH ne symbolisait à ce moment-là. C'est ça. Alors, on s'est déplacé à Farata, on s'est déplacé... Inch'Allah, ce sera généralisé. Inch'Allah, ce sera généralisé. À partir du moment basé sur les médecins généralistes urgentistes, ça fonctionne. Mais c'est vrai aussi que nous, on est à l'écoute. On est à l'écoute. Voilà. Non, elle est connue, Béjaïa, pour beaucoup de spécialités, pas seulement en cardiologie, pour beaucoup de spécialités. Ils sont très très bien formés. Il faut dire la vérité. Moi, depuis que je suis à la formation, on ne critique pas les autres. On fait une observation par rapport à une Béjaïa, c'est tout. Par exemple, maintenant, il faut qu'on forme Gigel parce que c'est la deuxième étape, parce que c'est une wilaya qui nous est rattachée. C'est nous leur référence. C'est nous leur service de référence. Et j'ai été aussi à Boutouara, j'ai fait des formations. Je me rappelle. Oui. Les deux ont des instituts. Les deux ont des instituts. Et ça va être facile pour vous. Moi, ce que je vous demande, pensez à ma vidéo pour pouvoir la faire au mois de juillet, Inch'Allah. Parce qu'on fait, Madame Fouquet, on a un pays continent. Nous, par exemple, pour venir de Aoukas, normalement, c'est quelques minutes, il y a des malades qui ne reviennent. Enfin. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question sur la CID absolue ABC ischémique. Je ne sais pas quelle question. C'est quoi votre question, docteur Hadji Abdelaziz? Attendez, je vais faire une exception. Alors, docteur Hadji Abdelaziz. Alors, Hadji Abdelaziz. Activez votre micro. Ce sera la dernière question. Activez-le, madame. Docteur Hadji, activez votre micro. Écoute la position. Voilà, il est activé. Il va vous poser. Oui, on vous entend. Allô. Salam, madame Gougam. Wa alaykoum salam. C'est concernant la question pour la thrombolyse. Notre professeur a soulevé une contre-indication absolue. L'AVC ischémique remontant à moins de 6 mois. Pourtant, il s'agit d'un AVC ischémique, pas hémorragique. Vous m'avez compris, docteur Gougam. Voilà, je reprends. Écoutez, je n'ai pas inventé les contre-indications, c'est des contre-indications qui ont été validées par évidence base. J'ai écouté votre question, docteur Hadji. Oui. Je vous entends, professeur Kachnoura. J'ai bien compris votre question. Alors, l'AVC, si vous thrombolisez un AVC, il y a un risque de transformation hémorragique. Et donc, c'est beaucoup plus dangereux qu'utile. Et en médecine, un principe fondamental, il ne faut jamais être plus dangereux qu'utile.
Donc, D'accord, professeur. ces malades-là, vous donnez les doses de charge et vous le transférez pour une coronarographie. D'accord, professeur Kassora, merci beaucoup. Parce que le jour où vous verrez une hémorragie cérébrale post-thrombolyse, vous allez être très, très prudent. D'accord, je vous suis, professeur Kassora. Merci beaucoup pour la présentation, à vous et à Madame Gougam, et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher ami. Je peux Bonne journée à vous tous. Merci. Alors, on finit là ou là, il y a quelqu'un qui veut... Si vous êtes d'accord. Comment? On finit. Si vous êtes On d'accord. finit. Ok, d'accord. Alors, à très prochainement. Merci à vous, professeur. Merci. Et on verra comment on va arranger cette histoire de sang et tout. Non, non, j'ai trouvé qui m'a bloqué mon téléphone pour cette personne. Et Hamadar. Frère. Et Hamadar la prochaine fois. Ah, j'aurais dû vous le dire. Non, C'est de ma madame, faute. là, vous savez combien de résidents médecine d'urgence j'avais devant moi? J'avais beaucoup de médecins des urgences d'ici. Donc, j'ai profité pour... Donc, ils ont bien profité. ils ont bien profité, voilà. Surtout les résidents en médecine d'urgence, vraiment, il faut absolument... Écoutez, essayez le sang avant chez vous. Si vous avez un bon sang, D'accord, la prochaine fois, là, on essayera de voir... je changerai d'ordinateur. Ah, Merci à vous, Ayab. صحفتكم وصحايدكم. Et à très bientôt. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Recording stopped.